le thème de notre journée, Parlons avenir, et moi je vais vous parler du passé. Mais je connais un astrologue qui disait, et j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs de cet astrologue, eh bien la prévision, c'est de prévoir le passé. Voilà. Alors c'est ce que je vais essayer un peu de faire à ma juste manière. Alors, il faut partir que on constate une grande diversité, si vous voulez, dans le milieu astrologique depuis les années 50. Vous aviez un astrologue, un psychanalyste, Philippe Granger, qui avait cette boutade. Il y a autant de courants en France qu'il y a d'astrologues. Alors, je ne vais pas pouvoir passer en revue tous les courants. J'en ai choisi quelques-uns, ceux qui me semblent les plus significatifs. Et à mon sens, c'est ceux qui ont un fondateur et ceux qui ont une postérité. C'est un peu le critère qui m'a permis, si vous voulez, de choisir ces courants. Parce que je sais que sûrement parmi vous, beaucoup seront frustrés de ne pas être cités. Mais ceux qui ne sont pas cités, ça peut être intéressant aussi de voir par rapport à quel courant il se situe, quelle est la filiation. Le premier courant, en quelque sorte, depuis 1950, c'est mon point de départ, on va dire, c'est le courant de l'astropsychologie. Et on va dire que c'est M. Barbault qui, je dirais, en est en quelque sorte le porte-parole. Eh bien, je dirais, ce courant a démarré dans les années 50, quand M. Barbault réunissait chez lui, tous les samedis, une quinzaine d'astrologues. C'était 77 rue Mouffetard, dans une pièce qui était sûrement 2 à 3 fois plus petite que celle-ci. Mais il y avait tous les samedis des discussions, je dirais, très vives, entre des astrologues qui s'intéressaient soit à la psychanalyse, soit à la psychologie. Alors, M. Barbault était arrivé à Paris quelques années plus tôt. Grâce à son frère, il avait pu rencontrer à la fois le milieu psychanalytique, grâce à Jean Carteret aussi, et le milieu astrologique. Son frère donc l'avait introduit au CIAS, Centre international d'astrologie scientifique, et M. Barbault avait décidé de créer une section, la section psychologie, et il animait cette section, et donc tous les membres de cette section se retrouvaient tous les samedis chez lui, et ils se retrouvaient aussi tous les 15 jours, rue Lascaz, pour animer les réunions où il y avait quand même un peu une centaine de personnes comme ici. Et à cette époque-là, au sein, on pourrait dire, du CIA, parce que le CIAS, le S est vite parti, c'est devenu le CIA, au sein de ce groupe, il y avait toutes sortes d'astrologues. Et moi, j'ai eu la chance de vivre la période 65, 68, 70, où là, tout le monde s'entendait bien. Alors après, j'ai vécu la période où il y a eu du rififi dans le milieu astrologique, et je pourrais en écrire un livre. On s'écharpait pendant les assemblées générales, c'était vraiment assez violent, et ça a donné le ton pendant un bon nombre d'années. Monsieur Barbault a animé ce groupe, et ça serait bien d'aller jusqu'à la publication de tout ce qu'il a pu faire. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit groupe-là de la section psychologie a été très productif. Le premier livre a été l'analogie, les analogies plus exactement, ou analogie au pluriel, de la dialectique Uranus-Neptune. Alors si vous voulez, le manifeste de l'astropsychologie, c'est ce petit ouvrage qu'il faut avoir. Ensuite, il a publié Soleil-Lune, avec ce petit groupe toujours. Il a publié Jupiter-Saturne. Alors, c'est un effort en quelque sorte de ce groupe pour asseoir la symbolique astrologique à travers
les typologies, à travers les tempéraments. Ça contribue, si vous voulez, à donner des descriptions précises d'un thème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que André Barbeau a eu une élève qui s'appelait Claire Sant'Agostini. Après avoir suivi les cours d'Armand Barbeau, Claire Sant'Agostini a suivi les cours d'André Barbeau. Elle était franche, elle lui a dit « C'est bien ce que tu dis, mais tu ne sais pas enseigner ». Alors André Barbeau lui a dit bon, « Fais la première année, fais plutôt le début des cours, enseigne les notions de base, et puis moi, après, j'interpréterai les thèmes ». Et ils ont fait vraiment un tandem, j'allais dire, du diable, et si bien que dans leurs cours, il y avait plus de personnes que dans les réunions du CIA. C'était, je dirais, une période très riche. Et ce qui témoigne un peu de cette période, c'est un Renéo qui s'appelle « L'astrologie en liaison avec les typologies », un travail qui avait été fait en commun par André Barbeau et Claire Sant'Agostini. Alors ensuite, M. Barbeau a eu, je dirais, beaucoup de chance. Il a publié chez Grasset. Et puis François-Régis Bastide lui a dit essaye de publier au Seuil, je vais t'aider. Il a donc présenté un projet au Seuil. Et au Seuil, où il y avait des chrétiens, des marxistes dans le comité éditorial, c'était kiff-kiff. Et heureusement, la voix du président, Albert Béguin, a permis de l'emporter pour l'astrologie. Et il paraît qu'Albert Béguin avait dit « Un peu de poésie au Seuil ne fera pas de mal ». Vous voyez comment est entrée l'astrologie, je dirais, dans le grand public. Et comme ces ouvrages ont été publiés à des millions d'exemplaires, eh bien le Seuil, après, a demandé à André Barbeau de publier un traité. Et en quelques mois, André Barbeau a écrit ce traité, mais il a posé une condition. Je veux que soit publié en même temps de la psychanalyse à l'astrologie. C'est un ouvrage qu'il avait écrit il y a 12 ans auparavant, et cet ouvrage n'avait pas pu trouver d'éditeur. C'est pour ça que, coup sur coup, vous avez eu traité pratique et de la psychanalyse à l'astrologie. Tout d'un coup, tous les travaux de ce petit groupe ont été jusqu'au grand public, en quelque sorte. L'astrologie savante est devenue, en quelque sorte, une astrologie un peu populaire. Mais, je dirais, ce succès d'André Barbeau a mis le feu aux poudres, en quelque sorte. Parce que le traité est sorti en 1962, et 2-3 ans plus tard, il y a eu 2 ouvrages, un de Claire Sant'Agostini, qui s'appelait L'horoscopie cartésienne, et l'autre de Jean-Pierre Nicolas, qui s'appelait La condition solaire. Et ces 2 ouvrages étaient d'une certaine manière critiques vis-à-vis de l'ouvrage d'André Barbeau. Claire Sant'Agostini reprochait à André Barbeau d'avoir fait un traité où il prenait les choses par groupe, les planètes en signe, les planètes en maison, et qu'il perdait de vue une vision globale. Claire Sant'Agostini, dans l'horoscopie cartésienne, eh bien, elle dénonce ce travers. Elle propose en quelque sorte une approche beaucoup plus synthétique. Il faut voir le thème, notamment à travers les qualités élémentales. J'ai eu l'occasion, elle a interprété le thème de nos enfants, de voir qu'elle, c'était une dialectique sec, chaud, sec, humide, froid, chaud, etc. Tout ça pour repérer dans le thème quelle est, en quelque sorte, la problématique du thème. Quel est son défi? Et puis, il fallait trouver l'échappatoire, comme elle disait. Donc, Claire Sant'Agostini, à partir des années 65, a fondé en quelque sorte son propre courant, l'astrologie globale. Et elle a trouvé François Villée, en 1969, qui a été avec elle à la création de l'Académie, je crois, internationale d'astrologie. C'est en quelque sorte la deuxième école. Il y avait eu la première école entre André Barbeau et Claire Sant'Agostini. Et là, une école purement d'astrologie globale. Si on est, disons, dans la postérité des courants,
je ne vais pas revenir sur l'hommage qui a été donné à André Barbeau là, le 1er décembre. Hein. Vous le trouvez maintenant sur le site André Barbeau avec tous les détails des conférences et puis des témoignages. Vous verrez à quel point André Barbeau a eu une postérité, notamment en Grande-Bretagne. Roy Gillette en témoignait. Et puis en France, beaucoup ont été marqués par son traité pratique et s'inspirent de tous ses travaux. Quant à Claire Sant'Agostini, eh bien, il faut savoir qu'elle a formé beaucoup d'astrologues. Paul Colombet, Régine Rouet, Vernet, Daniel Vernet, et indirectement, à travers tous ces astrologues, beaucoup d'astrologues, hein, Solange de Magnel, par exemple, a été formé par Daniel Vernet, donc une filiation, en quelque sorte, aussi par rapport à Claire Sant'Agostini. Donc, en fait, moi je dis, le courant de l'astropsychologie, on ne devrait jamais séparer André Barbeau et Claire Sant'Agostini. On pourrait dire qu'il y a une version plus uranienne avec André Barbeau, une version plus neptunienne avec Claire Sant'Agostini. Et en quelque sorte, hein, de tenir la complémentarité hein, de ces deux approches est quelque chose, moi, que j'ai toujours pratiqué, toujours enseigné. Et il me semble que c'est très fécond et que c'est vraiment dommage que, je dirais, leur tandem n'ait pas continué. Alors je disais qu'en 1965, il y avait eu un autre ouvrage qui a eu beaucoup aussi d'importance, c'est La condition solaire de Jean-Pierre Nicolas. Si vous lisez cet ouvrage, qui a été publié aux éditions traditionnelles, vous vous rendrez compte que tous les germes de l'astrologie conditionnaliste sont dans ce livre. On y parle à la fois des planètes, on y parle de la théorie des âges, c'est-à-dire interpréter chaque symbolique astrologique à partir du cycle même de la planète. On y parle du système du RET, représentation, existence, transcendance, c'est-à-dire une tripartition des planètes. On y parle également des signes en fonction d'une donnée astronomique et en fonction d'une donnée réflexologique. Si vous voulez. Le système de Jean-Pierre Nicolas, c'est de mettre en correspondance le ciel avec les travaux de Pavlov. Eh bien, donc, dans la condition solaire, hein, vous avez, je dirais, toutes les bases de ce qui va être développé par la suite. Et puis, bien sûr, l'idée centrale, hein, c'est que, à côté du conditionnement astrologique, il faut prendre en compte les autres conditionnements, les conditionnements sociaux, biologiques, la petite enfance, bon, ce que faisait déjà les Ptolémées, par exemple. Mais pour réagir à une astrologie fataliste, Jean-Pierre Nicolas avait été obligé, justement, hein, de mettre en avant ce côté, je dirais, conditionnel, en quelque sorte. Alors, Jean-Pierre Nicolas a eu aussi hein, une postérité, hein, puisque vous savez que notamment Françoise Hardy présente toujours l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas. Hein, elle est presque une fan de Jean-Pierre Nicolas. Elle a contribué aussi au succès d'un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « L'astrologie universelle ». C'est un ouvrage qui, justement, fait une bonne synthèse entre le zodiaque et les planètes. Il y a 6 portraits pour chaque signe qui, à mon avis, sont remarquables. Chaque fois que j'ai des descriptions à faire en ce qui me concerne, je m'inspire des 72 portraits de cet ouvrage qui sont, je dirais, à la fois très profonds et très bien écrits. Jean-Pierre Nicolas a, à mon avis, hein, beaucoup, moi je suis un disciple, hein, mais j'ai été un disciple parce que je ne suis plus reconnu par ce milieu. Hein. Je dirais que pour moi, la théorie des âges a été quelque chose de fondamental et ce zodiaque réflexologique ou ce zodiaque photopériodique, hein, il y a 2 manières de le nommer, est aussi quelque chose, je dirais, de très riche. Alors, vous avez eu des débats dans l'astrologue
Vous avez un disciple de Jean-Pierre Nicolas, Richard Pelard, hein, qui a fait, je dirais, un beau débat, mais dommage qu'il ne l'ait pas continué. Ce débat a porté, en quelque sorte, sur les 4 éléments, parce que les conditionnalistes n'y croient pas, hein, à l'utilisation des 4 éléments. Donc Barbault a dit pourquoi c'était indispensable. Hein, lui qui a écrit un livre sur les 4 éléments, c'était la moindre des choses. Tandis que Richard Pelard a dit, bon, ben, ça c'est trop ancien, les 4 éléments, dans la vision moderne, ça n'a plus aucun sens, etc. Ils devaient poursuivre leur débat sur les maîtrises, mais bon, entre-temps, il y a eu comme des petits problèmes. Mais on aurait pu ajouter un autre débat, qui avait été un débat dans les années 74-75, à propos de Saturne. Saturne, traditionnellement, c'est la vieillesse, hein, mais les conditionnalistes, étant donné que le cycle de Saturne, hein, c'est 30 ans, le mettent en rapport avec la crise d'adolescence et la résolution de cette crise d'adolescence. Maintenant, on va passer aux humanistes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que à partir des années 80, il y a un grand tournant. On pourrait dire 65, ça a marqué un grand tournant. Après, à mon avis, il faut aller voir les années 80. Comme je le dis, là, il y a une rupture avec les courants précédents. Si on les résume, hein, c'est des courants qui s'appuient sur la dimension psychologique et la dimension astronomique, alors que les courants humanistes et karmiques introduisent une dimension plus philosophique. C'est en quelque sorte, hein, le retour à une astrologie plus ésotérique, à une astrologie fascinée par ce qui vient de l'Orient. Rudyard a été donc en 80 le porte-parole, hein, d'un nouveau courant, une figure d'un nouveau courant. Alors c'est intéressant de voir que Rudyard c'est un Français, mais ce musicien, compositeur qui a écrit sur Debussy est parti à 21 ans aux États-Unis. Et il y a fait la rencontre d'un maître zen japonais qui lui a fait découvrir les richesses de la pensée orientale et de l'astrologie. Pourquoi le pseudonyme de Rudyard? Ça, c'est intéressant. Rudyard est dérivé du terme sanskrit Rudra, ou Rudra, je ne sais pas comment on prononce, qui est le symbole d'une action dynamique comparable à l'énergie électrique libérée par l'éclair. Le dieu Rudra est dans les textes sacrés de l'Inde, comme Shiva, le destructeur et le régénérateur. Il représente l'énergie qui préside à toutes les mutations, brisant les cadres surannés, symbole de la force vitale et de la puissance de la volonté. Il y a eu un numéro de l'Astrologue, justement, où il y avait un débat entre, en quelque sorte, Barbault et Rudyard et Ruperti. C'est intéressant de voir ce que disait en 84, pas longtemps avant sa mort, hein, Rudyard. « Je me suis efforcé, sans cesse, de développer les fondements d'un état de conscience et d'un mode de connaissance en contrepoint avec l'évolution de notre société et de sa culture euro-américaine. » Donc, Rudyard, c'est un visionnaire qui a une approche philosophique, holistique et cyclique. Le cycle de lunaison, son premier livre paru en français en 1978, aux éditions du Rocher, en témoigne. Il prône une astrologie qui favorise le développement de l'être et insiste sans cesse pour que les configurations astrologiques soient envisagées selon 4 niveaux d'interprétation. Les niveaux biologiques, socio-culturels, individuels et transpersonnels. Les humanistes préconisent une représentation du thème qui privilégie les maisons. C'est une rupture par rapport à la représentation des astrologies psychologiques globales et conditionnalistes. Alors, quelle est la postérité, en quelque sorte, de l'astrologie humaniste? Alors, Alex Ruperti, qui avait, dès 1953, souligné les mérites de la pensée de Rudyard, eh bien, était trop précoce, en quelque sorte. C'est simplement à partir des séminaires qu'il donne dans les années 80 et la publication de son ouvrage « Les cycles du devenir » au Rocher qu'il parvient à diffuser les idées de l'astrologie humaniste. Samuel, ici présent, qui a découvert Rudyard grâce à Germaine Hollet,
se rend auprès de lui en 1981, donc vous voyez à peu près à la même période. Dès son retour en France, il contribue également à diffuser la pensée du maître de l'astrologie humaniste. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous donner en détail tout ce qui concerne l'astrologie humaniste. Il y a eu donc un débat dans le numéro 69 de l'Astrologue et également dans le numéro 81. Vous pourrez vous y reporter. Et puis, s'agissant de la postérité, on se rend compte qu'il y a eu la création du réseau humaniste en 1984. Alex Ruperti, Marie-Ève Cavaignac, Jean-François Berry, Patrick Brunner, Yvan Antonin-Girard, Téchat Trollier, on était les fondateurs. L'Arc avait commémoré avec le rat au Palais des Congrès le centenaire de la naissance de Rudyard. Il y a eu un livre très intéressant, La Symphonie du ciel, en 1995. Le rat a publié une revue, Idées semences, entre 1996 et 2000. Jean-François Berry a publié Le chant de la résonance. Et Samuel a créé son enseignement en 1995, le Crète. Eh bien, je pense que maintenant il est temps de passer à l'astrologie karmique. Alors, autant l'astrologie humaniste avait une figure de proue qui était Rudyard, autant c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui représenterait l'astrologie karmique. Pour moi, l'astrologie karmique a plusieurs visages. En tout cas, elle est apparue en France en 1983 et à travers un ouvrage qui était celui de Dorothée Koechlin-Bismont. Cet ouvrage reprenait beaucoup les idées de l'Américain Martin Schulman, qui avait publié l'astrologie karmique et les nœuds, l'astrologie karmique et les rétrogradations, l'astrologie karmique et la part de fortune. Ça a disparu après. On n'a plus tellement entendu parler après de Dorothée Koechlin-Bismont, qui s'occupe surtout d'Edgar Cayce. Et à la même époque, vous aviez Irène Andrieux, qui a commencé à écrire à partir de 1982, donc la même période. Sur son site, j'ai trouvé ceci. Son intérêt pour la philosophie bouddhiste a été éveillé en octobre 1963 par la rencontre simultanée de Krishnamurti, avec lequel elle a suivi un enseignement personnalisé, et de Nelly Kaufman, une disciple d'Aryad Deva, Paul Adam, qui avait eu accès à Lhasa à des documents parfois très anciens, traitant des sources de la tradition et notamment des racines antiques de l'astrologie. À partir de 1982, elle s'est mise à publier différents ouvrages. Il y a eu en 1982 Initiation à l'astrologie d'évolution, paru aux éditions d'Angle. Et en 1984, c'était plus précis concernant l'astrologie karmique, Astrologie, clé des vies antérieures. Et là, on voit que son interprétation découle des rétrogradations, des nœuds et des maîtres des nœuds, qu'elle appelle les régents karmiques. Elle tient à ce terme. À partir de 1986, elle a fondé l'école d'astrologie d'évolution. J'avais fait parler deux de ses élèves, Anne Vigliengo, qui n'est plus parmi nous, et Luc Mariani. Alors, s'agissant de l'astrologie karmique, il y a sûrement beaucoup d'autres courants. J'en ai repéré deux. D'un côté, l'enseignement de Patrick Gianni, dans le cadre de l'association Jupiter, fondée en 1990, et celui de Laurence Larzoul, dans le cadre de l'association Le Milieu du Ciel, fondée en 1993. Alors, Laurence Larzoul, outre les nœuds et les rétrogradations, elle prend aussi en compte la lune noire. Et je pense que Emmanuel Leroy, qui a suivi son enseignement, pourra éventuellement donner plus de détails. Alors maintenant, je pense qu'il y a un autre courant qu'il faut mentionner, un courant qui est venu à la fois des États-Unis et d'Italie. Et ce me semble un courant qui va se développer de plus en plus. Donc en 1993, l'année de la conjonction Uranus-Neptune, eh bien, il y a 3 astrologues américains qui ont eu l'idée d'un vaste projet
de traduction en anglais de tous les textes grecs et latins de l'astrologie. Alors ça, c'était vraiment une grande ambition. Alors vous voyez ce trio, Robert Schmitt à gauche, qui est l'helléniste, Robert Hahn, que certains ont peut-être vu à Paris, Robert Zoller, ces deux derniers traduisant les textes du latin. Et Robert Hahn, qui est un peu à l'origine, je crois, du projet, lui, en même temps, il donnait des commentaires aux textes traduits par Robert Schmitt. Alors, aux États-Unis, c'est un courant qui se développe beaucoup. Alors, je vous donne le nom de quelques personnes qui s'inspirent de ce courant. Vous avez Dorian Greenbaum, Lee Lehman, Chris Brennan, Joseph Cran, si vous avez l'occasion, ça c'est vraiment des bons auteurs qui ont compris le sens de tous ces textes anciens. Alors, en France, Denis Labouret a suivi de très près les publications du Project Insight et il mentionne déjà ses travaux dans Les origines de l'astrologie qu'il avait publié en 1997. Il faut savoir qu'avec l'espagnol Pepita Sanchez, qui est agrégé de latin, eh bien, il fait connaître aussi d'autres textes astrologiques écrits en latin. Et par ailleurs, la traduction française du Tétrabiblos de Ptolémée, auquel j'avais participé, cette traduction par Pascal Charvet, a elle aussi tenu compte des travaux du Project Insight. Je vous disais aussi qu'il y a eu en Italie une renaissance de l'astrologie ancienne, l'astrologie classique plus exactement, grâce à Giuseppe Bezza. Alors certains le connaissent bien ici, c'était un être fascinant. Il avait en tête tous les textes astrologiques qui ont été publiés en latin, en grec et en arabe. Alors dès 1983, dans le numéro 220 des cahiers astrologiques, je l'ai reproduit sur mon site cet article, eh bien il a tiré l'attention de nous tous. L'astrologie antique, une mine insuffisamment exploitée. Giuseppe Bezza a fait un commentaire du premier livre du Tétrabiblos et également du deuxième, récemment publié. C'est un livre absolument remarquable, le problème c'est que c'est en italien. Il a aussi publié en italien, en 2 tomes, Arcana Mundi, c'est un recueil de grands textes astrologiques. Et l'AFDAF avait eu la bonne idée à sa naissance, en 1998, de lui demander de publier une préface à l'ouvrage de Placide, Primum Mobile. Alors si j'ai un souhait, moi, c'est que l'AFDAF continue à publier des ouvrages style Primum Mobile de Placide. L'apport de Giuseppe Bezza, eh bien, il nous a fait découvrir les richesses du Tétrabiblos. Moi, c'est un ouvrage que j'avais depuis 1974, mais j'y comprenais pas grand-chose. Et grâce à lui, je me suis rendu compte que c'était un ouvrage remarquable parce que non seulement il parlait d'astrologie, mais il parlait d'astronomie, en intégrant les travaux d'Hipparque, de médecine, en intégrant les travaux d'Hippocrate, et de philosophie, en intégrant Aristote, Platon même un peu, et les stoïciens. Mais c'est une œuvre très dense. Et pour la comprendre, il nous a montré, Bezza, qu'il fallait lire l'Almageste pour la dimension astronomique, l'harmonique pour comprendre les aspects, et même la géographie pour comprendre l'astrologie mondiale. Et si Bezza a bien compris Ptolémée, il nous a donné un jour son secret, c'est parce qu'il avait lu les commentaires grecs, arabes et latins du Tétrabiblos. Parce qu'on n'était pas un bon astrologue jadis si on n'avait pas recopié et fait son propre commentaire du Tétrabiblos. Là, je ne vais peut-être pas entrer dans le détail, mais pour moi, le Tétrabiblos, c'est un véritable aide-mémoire qui est d'une cohérence absolument remarquable et qui prend en compte aussi bien la dimension philosophique, astronomique, les qualités élémentales, les données liées au cycle solilunaire, les éclipses, la nouvelle lune ou la pleine lune qui précède la naissance, qu'on appelle la syzygie, la part de fortune, etc. Ptolémée nous parle de l'être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort. Il décrit son tempérament et son caractère, autant que son comportement dans les divers domaines de la vie. C'est une vision holistique, une vision d'ensemble, une vision systémique. D'où je viens, où je vais, l'avant et l'après auquel s'attache l'astrologie karmique,
Ptolémée en parle déjà à travers la syzygie, l'étude du thème des parents, le tétrabiblos étant structuré sur ce ternaire de l'avant, du pendant et de l'après. Le tétrabiblos gagne à être approfondi car il présente l'approche la plus englobante qui soit. Giuseppe Bezza a fondé une école, l'association Cielo et Terra. Il a écrit un cours par correspondance avec Marco Fumagalli et on a la chance que Daniel G ait suivi ce cours. De temps en temps, moi je fais des séminaires sur l'astrologie ancienne. Daniel G, elle, sans cesse écrit sur les travaux de Bezza, dont elle a absolument beaucoup de documents. On peut lire Le ciel en mouvement, clé des jugements astrologiques. C'est un ouvrage que j'ai publié en 2006 parce que personne d'autre ne voulait le publier. J'ai eu pour une fois une expérience d'éditeur. Je peux vous dire que c'est du travail. Et elle a réussi à publier chez Dervy pour une astrologie de l'événement. Et par ailleurs, vous trouverez des articles dans la revue du RAO ou dans la revue de Bordeaux, de l'AAA. Voilà. Et je vais terminer en vous disant qu'il y avait eu un débat extraordinaire entre André Barbeau et Giuseppe Bezza en décembre 2002. Et suite à cela, on a d'ailleurs organisé des stages en Toscane chez Giuseppe Bezza. Certains sont présents qui ont assisté à ces stages. Et je me souviens de la conclusion de ce débat. Barbeau disait « Soyons ouverts aux préceptes de l'astrologie classique ». Mais il ajoutait « Vérifions-les afin d'éviter de tomber dans de la pure rhétorique ». Ça, c'est du bon Barbeau. Alors, conclusion, en France, on a de bons auteurs, si vous voulez. Et à mon avis, c'est intéressant d'étudier leurs œuvres. Notre credo à tous, c'est l'unité du ciel et de la terre, mais nous sommes dispersés dans de multiples associations. Je reprends ce que disait tout à l'heure Marc. Notre esprit indépendant nous empêche de nous retrouver dans une grande association. C'est vraiment dommage, car nous ne pouvons ni écrire dans une revue respectée de tous, ni organiser régulièrement de véritables colloques, ni disposer d'une bibliothèque et d'un bel espace qui permettent d'effectuer de véritables recherches et d'organiser des réunions, ni publier les livres dont ne veulent pas les éditeurs. Il ne suffit pas de constater la diversité des courants. Il faut agir. Et voici le vœu que je formule. L'ensemble des courants avait l'occasion de se retrouver au printemps, dans les années 90 et 2000. Force est de constater que ces rencontres se sont raréfiées avec le temps. La rencontre d'aujourd'hui est peut-être le signe annonciateur d'une inversion de tendance, le début d'un cycle de retrouvailles entre représentants de courants différents. Au fond, nous sommes tous sensibles au mystère de l'osmose permanente entre le ciel et la terre. Plutôt que de nous affronter, voire même parfois de nous faire des procès, ne serait-il pas plus judicieux d'œuvrer ensemble? Cela ne veut pas du tout dire d'arrêter de débattre, mais n'est-ce pas préférable de faire progresser nos connaissances dans le respect mutuel? Ce serait tellement magnifique si la communauté astrologique parvenait à passer par-dessus ces différends et à s'enrichir de ces différences.